êtes si nombreux à notre troisième rendez-vous du cycle sur les manipulations. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, il est devenu facile de diffuser, mais difficile de contrôler ou de démentir des informations mensongères ou biaisées, émanant d'une multitude de sources. Même si l'existence de ce phénomène n'est pas récente, l'expression fake news ou infox, en français, on dit comme ça, a fleuri dans les médias depuis une bonne dizaine d'années. Diffusées en masse, ces fausses nouvelles peuvent affecter sérieusement l'exercice de la démocratie. C'est pour traiter de ce sujet de préoccupation majeure que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Florian Dauphin, expert dans ce domaine de recherche. Florian Dauphin est sociologue et maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Picardie-Jules Verne. Il est membre du laboratoire Habiter le Monde et ses travaux portent sur la construction de l'opinion publique et sur les enjeux sociaux et politiques des usages du numérique. Il s'intéresse en particulier à l'information et la désinformation, rumeurs, fake news, discours complotistes. Donc je cède maintenant la parole à Monsieur Florian Dauphin. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Très bien. Donc, merci pour cette présentation, merci pour cette organisation aussi, et d'être invité dans un lieu prestigieux avec du monde. Je vois que vous êtes venus nombreux et nombreuses. Et donc voilà, il a été rappelé brièvement que, effectivement, je travaille en sociologie, dans un domaine en sociologie du numérique, qui a mis un certain temps à s'imposer, en fait, une vingtaine d'années, où au début on était un petit peu les outsiders qui travaillaient sur des objets pas très légitimes, et le numérique est venu un peu partout, ici et là, et devenu un objet en fait légitime de réflexion, plus que jamais peut-être, et c'est pour ça que petit à petit en fait je me suis tourné vers la sociologie du numérique. J'avais déjà travaillé sur les rumeurs à la naissance d'Internet, si vous vous rappelez, la démocratisation d'Internet dans les années 2000. À l'époque, il y avait déjà des chaînes de mails, si vous vous rappelez, qui étaient en fait des rumeurs, qui étaient sur le même principe que des rumeurs du bouche à oreille, seulement on envoyait à notre carnet d'adresse les rumeurs. Il y avait des légendes urbaines, il y avait l'idée qu'il fallait faire attention au cinéma, qu'on pouvait être piqué par une seringue, etc. Il y avait aussi des chaînes magiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les chaînes magiques, qui remontaient bien avant Internet, et en fait des chaînes où vous recevez ça par courrier, en fait, qui vous disait que si vous ne les donnez pas à 30 personnes, si vous ne les renvoyez pas à 30 personnes, vous aurez des valeurs, etc. Donc ce qui est toujours intéressant, en fait, quand on se pose des questions sociologiquement, historiquement, c'est de voir effectivement que les choses ne sont pas si nouvelles qu'on pourrait croire de prime abord, et j'ai envie de dire, c'est un peu un travers des journalistes et d'un monde pressé, des journalistes de presse qui sont pressés, pour faire ce jeu de mots, qui font que on a l'impression que toujours tout est nouveau. Et c'est toujours intéressant de se dire que, finalement, on le verra, les rumeurs, les légendes urbaines, elles ont toujours existé. Ce qui change profondément, c'est les moyens de diffusion. Alors, c'est pas rien, il ne s'agit pas de dire rien de nouveau sous le soleil, sinon, a priori, je serais pas là. Mais de dire qu'il y a bien des choses antérieures qui créent les possibilités d'apparition de ces fake news. Alors, même le terme fake news, on retracera un peu la genèse du terme. Donc, effectivement, il a été dit, c'est un peu mon champ d'étude, fake news, fact-checking, c'est-à-dire les journalistes qui cherchent à contredire les fake news. Debunking, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, est-ce que quelqu'un connaît le debunking? Debunk, donc ça vient de l'anglais. Voilà, démystifier en français, c'est la traduction. Effectivement, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les deux termes datent des années 1920, fact-checking et debunking. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, déjà aux États-Unis, on s'inquiétait des charlatans qui vendaient des faux produits pour guérir, etc. Et qu'il y avait déjà des gens, donc des intellectuels, qui se posaient la question de comment enrayer cette désinformation qui peut avoir des effets évidemment très problématiques. Donc fact-checking, debunking, les plateformes qu'on va essayer de comprendre, d'analyser. On est dans un environnement numérique complexe, où vous voyez bien, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont déjà sur Facebook, etc., ou d'autres réseaux sociaux, TikTok, YouTube, etc., qui ont chacun des algorithmes très puissants et qui ont
manifestement, incontestablement, un rôle dans la diffusion des informations, qu'elles soient vraies ou fausses. Ou, de manière plus complexe, on le verra aussi, puisqu'on n'est pas nécessairement dans la vérité ou dans le mensonge tout le temps, et on verra qu'il y a des controverses, des choses plus complexes qui viennent complexifier un peu la donne. Donc c'est un terme omniprésent, les fake news, et c'est un sujet, donc on l'a vu, plus que jamais d'actualité, omniprésent dans le débat public, et on va voir pourquoi. Ça présente donc des réalités qui sont complexes, qui sont perpétuelles évolution, même s'il y a déjà un terreau. Et il est donc essentiel en fait de mieux comprendre ce phénomène sans être dans une forme de panique sociale, de panique morale. Je reviendrai sur ce terme, qui est un concept sociologique qui a été appliqué à d'autres objets que les fake news. Et à la fois de nier un danger qui est là quand même, et on le voit bien aujourd'hui avec Trump et Musk, son allié, qui ont un pouvoir donc, sur l'information. On pourra en discuter, hein, mais c'est intéressant de se poser la question de pourquoi les plus grandes fortunes s'accaparent les médias. C'est généralement pas pour des questions financières. On peut penser à tort, hein, puisque ça rapporte pas tant que ça. On parle pour des milliardaires, hein, évidemment. Mais c'est un pouvoir sur la société qui est très fort. Et Musk, par son rachat de Twitter, X aujourd'hui, ne cherche pas tant l'argent que le pouvoir et l'ingérence, on verra, sur les autres pays, et notamment sur les continents comme l'Europe. Alors, vous voyez que ça fait beaucoup de choses. Donc des fake news qui se diffusent à une vitesse fulgurante, qui sont portées par les réseaux sociaux, les plateformes numériques, qui influencent. Et c'est cette question d'influence aussi qui est assez complexe, puisque là encore, la sociologie traitait déjà d'influence, et on le verra par rapport à la propagande, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais, si vous voulez, il y avait un programme dit fort, où on considérait auparavant que les médias agissaient comme une seringue sur les individus, une seringue hypodermique, et on rentrait l'information, on a des informations chez les individus, et les individus recevaient ça de manière passive, et qu'ils étaient en gros un peu débiles, hein, au sens psychologique, hein, qui était, avant d'être un terme péjoratif, qui était un terme psychologique, hein, et étaient complètement passifs face à la réception de l'information. On sait aujourd'hui, à travers beaucoup d'études quantitatives, qualitatives, c'est-à-dire des statistiques et des entretiens, que les individus n'absorbent jamais totalement les informations de manière évidente, qu'il y a plein de raisons très complexes. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait cliquer sur une rumeur, une fake news, et la rediriger, la retweeter, sans nécessairement y croire. Et vous voyez que c'est assez fascinant, parce que de prime abord, on pourrait dire que c'est que de la croyance, mais on peut le faire pour plein de raisons, parce que ça a juste fait écho en quelque chose, sans avoir nécessairement adhéré complètement à l'intitulé ou au contenu d'un message. Donc voilà, cette question Et après, je dirais une seconde école en sociologie, on a eu tendance à minimiser l'impact des médias sur les individus, disant en gros que les journalistes disent la pluie et le beau temps, disent le monde, mais que les individus, ils en font un peu ce qu'ils en veulent. Le pouvoir qui est reconnu, qui fait consensus, on va dire, des médias, c'est ce qu'on appelle l'agenda setting. L'agenda setting, ça veut dire que les médias ont un pouvoir assez important sur ce dont les individus parlent à un moment donné. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si tous les médias se mettent à parler à un moment d'insécurité, à un moment d'immigration ou autre, les individus vont davantage en parler. Alors, je prends des grands thèmes, mais sur plein de sujets, ils ont un pouvoir qui est important de mise en agenda des nouvelles, des informations. Et vous voyez, c'est pas, quand vous voyez un JT classique, le fait de faire la une d'un fait divers n'est pas anodin. Certains diront qu'un fait divers, ça peut être un fait de société. Mais vous voyez que dans le cadrage, de mettre l'information en une, c'est pas du tout la même chose que la mettre à la fin d'un journal, ou etc. Et que cette capacité à faire parler les individus sur des choses. Par contre, cette idée que les médias diraient les choses et les individus l'absorberaient comme ça, c'est très complexe, et vous voyez bien d'ailleurs, on en reparlera, mais des grands phénomènes comme la crise sanitaire du
du Covid, par exemple, ou les Gilets jaunes, etc., que c'était aussi l'occasion d'apercevoir une défiance, une méfiance, voire une défiance envers les médias classiques. Donc, l'influence, elle n'est pas si évidente que ça. Mais il ne s'agit pas, si vous voulez, de dire que les médias, l'information ou la désinformation n'ont pas d'influence sur les individus. Donc, si, pour synthétiser un peu ce que je viens de dire, l'influence de l'information, elle a quand même un rôle sur notre manière de percevoir le monde, de sentir le monde, on pourrait dire, notre manière de penser le monde, et notre manière d'agir sur le monde. Et ce qu'on dit en psychologie sociale ou en sociologie, donc les médias, l'information plus généralement, a une influence qui est, encore une fois, ce qui n'est pas antinomique avec ce que je viens de vous dire auparavant, une influence qui n'est pas forcément simple, directe, etc., mais va jouer sur notre perception du monde, donc nos représentations du monde, notre manière de penser le monde, ce qu'on appelle nos cognitions, c'est ce terme qui renvoie à toutes les facultés de penser, de la pensée, et notre manière d'agir sur le monde, donc les comportements. Vous voyez bien, pour prendre un exemple, les rumeurs de la dernière élection de Trump qu'il avait groupée, 2020, si je ne me trompe pas, où les républicains n'avaient pas accepté sa défaite, 70% d'entre eux pensaient que les élections avaient été truquées, suite à des fake news qui étaient lancées là-dessus, qui se voulaient évidemment vraies, avec des preuves, etc., de falsification des bulletins. Ça a eu un impact, puisque ces électeurs sont allés dans le Capitole, et il y a eu des morts, etc. Donc vous voyez comment une information, en l'occurrence une désinformation, provoque une action qui provoque des morts. Donc voilà ce que peut aussi faire l'information, la désinformation, qui est évidemment pas négligeable quand on s'intéresse à l'effet des faits, sans rentrer pour autant dans une psychose ou dans une panique sociale. Donc voilà, toutes ces questions, qui contrôle l'information dans notre société, comment la désinformation et l'information influencent nos démocraties, qui vient qui apparaît de plus en plus complexe, ce qui est aussi quelque chose qu'on observe sociologiquement. Ça veut dire qu'on est dans un monde de plus en plus incertain, de plus en plus complexe. Il est impossible pour un individu de connaître tout sur tout, vous êtes bien d'accord, et qu'à un moment, vous ne pouvez pas lire 18 articles scientifiques sur les dernières controverses autour du Covid, et que vous êtes bien obligé de déléguer votre confiance à des sources que vous considérez comme d'autorité. Alors ça peut être une lecture, ça peut être des revues scientifiques, ça peut être des journalistes connus ou reconnus, mais l'impossibilité de tout à chacun de traiter l'information par temps, par complexité, par domaine d'expertise, fait que forcément on est obligé de reposer dans des prises de décision sur des informations dont on est parfaitement dans l'incertitude. Et cette incertitude, cette complexité du monde, vient évidemment complexifier la masse d'informations, c'est-à-dire qu'on est dans un système où tous les jours, et d'ailleurs on voit bien, vous voyez depuis que Trump est réélu, où il a manifestement il est galvanisé, peut-être sans faire de psychologie de bazar, peut-être lié à la tentative de son assassinat, ou de sa réélection, qu'il a mieux réussi que celle précédente, où tous les jours, il y a une nouvelle information qui, d'ailleurs, parfois on préférait que ce soit des fake news, quand il parle de faire de Gaza la French Riviera, par exemple. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez entendu ça, quand vous avez entendu ça, au début on se dit mais c'est une rumeur, c'est une fake news. Non, vous voyez quand même dire ça. Voilà, donc un monde où les médias, où l'information joue un rôle considérable, et sachant que aussi les conflits, on pourra en parler, Ukraine, Russie, etc., Palestine, etc., font que la rumeur, les fake news sont une arme
informationnelle forte. Mais qui, là encore, n'est pas nouveau, on y reviendra. Donc, ce qui est intéressant, vous pouvez me poser des questions, vous me dites si je fais trop vite, si vous voulez que je précise des choses. Est-ce que ça va pour le moment? Oui. Très bien. On vous entend pas très bien. Ah, d'accord, bon, ça c'est important. C'est mieux là? Bon. Alors, ce qui est sociologiquement intéressant, à mon sens, c'est de voir que finalement, je vais passer la slide 2 si ça marche, c'est de voir en fait que les fake news suscitent l'objet d'une attention particulière aujourd'hui, pas seulement parce qu'elles existent, encore une fois, il y avait toujours eu des formes de désinformation auparavant, et les manipulations de l'information ont toujours existé. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est à partir du moment où elles deviennent un problème public qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est que cette notion de problème public? C'est quand un problème, quelque chose qui existe socialement, un fait social, Durkheim, Durkheim, fondateur de la sociologie française, un fait social devient un enjeu collectif qui nécessite une prise en charge qui est politique, médiatique, institutionnelle. Donc les fake news, elles posent problème à partir du moment où on dit que c'est un danger pour la démocratie. C'est-à-dire que des périodes de désinformation dans l'histoire, il y en a eu à plein de périodes, et il y en a toujours eu, plus ou moins. Et on se rend compte en fait que c'est précisément à partir de 2016 qu'on va parler massivement des fake news. Alors le terme existait déjà en France par le terme fausse nouvelle, la traduction littérale, notamment de l'historien, de plusieurs historiens qui avaient, j'ai plus la référence en tête, mais qui employaient déjà le terme au début du XXe siècle, et qui montre que c'est quelque chose dont on avait déjà conscience évidemment. Mais 2016, c'est précisément l'élection de Trump, la première élection de Trump. C'est aussi la sortie du Royaume-Uni de le Brexit, vous vous rappelez. Et dans les deux cas, que ce soit Boris Johnson ou Donald Trump, ils ont réussi à être élus sur un certain nombre de fake news, probablement plus que n'importe quel candidat antérieur. Et donc c'est là où ça a marqué vraiment un enjeu politique en France, notamment sur le fait que finalement la désinformation pouvait être vraiment une source d'inquiétude, faire élire des gens et donc menacer les démocraties. Et finalement, quand certains pays cherchent à légiférer, d'autres s'emparent des fake news pour aller au pouvoir. Et on voit bien dans la stratégie de Trump et de son alliance avec Musk qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Autre signe d'un problème public, c'est le fait qu'on assigne de plus en plus en Europe les plateformes numériques à contrôler l'information qui s'y situe, qui laisse passer. Donc les GAFAM, Google, Apple, etc., Amazon, Microsoft, Facebook, qui ont un pouvoir très grand, je le disais, sur les fausses informations, sur l'information générale. Alors, on y reviendra, quand je dis les fausses informations, c'est aussi une information générale, puisque les algorithmes font que vous regardez ce qu'on vous donne, et vous n'êtes pas forcément acteur, actrice de ce que vous regardez. C'est-à-dire que quand tout le monde a essayé est déjà allé sur YouTube, on sait, les études montrent que 70% des contenus qu'on regarde sur YouTube ne sont pas des contenus qu'on choisit nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un algorithme de recommandation qui fait que vous choisissez en fait au maximum 30% de ce que vous regardez. Donc, en fonction de ce que vous regardez, l'algorithme va
prendre connaissance de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait liker, de ce qu'on appelle l'engagement. Plus vous likez, plus vous repostez, etc., plus l'algorithme prend en compte que vous aimez ça et que vous participez, plus vous allez avoir à nouveau ça. Autrement dit, quelqu'un qui pense que la Terre est plate, je prends un exemple un peu gros, pour les Français en tout cas, du moins, aux États-Unis ça rencontre et au Canada ça rencontre un certain succès, les platistes. Vous avez de grandes tendances que progressivement vous ayez plus en plus de vidéos autour des platistes. Alors là je prends un exemple un peu gros, mais imaginons quelqu'un qui a des doutes sur l'origine de la Covid, et après tout, hein, moi alors ça vient de l'anthropologie symétrique, hein, d'essayer d'étudier les énoncés des deux côtés sans prendre parti sociologiquement. Alors, évidemment, je ne pense pas que la Terre est plate, rassurez-vous. Je pense qu'elle est bien ronde. Mais c'est, à mon sens, une obligation des sociologues à être dans la compréhension. La compréhension, c'est pas l'excuse, c'est pas de trouver des bonnes raisons, c'est de comprendre pourquoi les individus, dans leur situation, pensent comme ils pensent. Et non pas de rejeter leur énoncé comme ça directement. Je prends un exemple, alors sur les platistes, je dirais évidemment c'est gros, mais quelqu'un qui s'interroge sur les origines de la Covid 2019. Vous savez que c'était à Wuhan, bon, là où il y a un laboratoire Pékin, où il y a effectivement des essais là-dessus. Alors, il ne s'agit pas de mettre le doute et de vous dire que ça a été fabriqué comme ça. Le consensus scientifique montre que c'est pas quelque chose qui vient d'un laboratoire, en tout cas qui n'a pas été produit comme ça, mais qui vient d'une chaîne animale, hein, du pangolin à l'homme. Mais l'origine, pourquoi le pangolin apparaît là-bas, ça c'est une question qui est en débat. Et au début, c'était considéré comme du complotisme, etc. Mais que, si vous voulez, des gens peuvent de bonne foi et de manière relativement intelligente se renseigner et dire c'est une drôle de coïncidence que, alors, pour les complotistes, il n'y a jamais de coïncidence, etc. Mais si, pour reprendre mon exemple, si sur YouTube vous commencez à regarder ça, progressivement, de vidéos qui émettent le doute ou de controverses, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est peut-être les limites parfois des debunkers ou des fact-checkers, ceux qui viennent dire ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est que parfois, les choses sont un peu plus complexes. Il y a des controverses scientifiques. C'est-à-dire que ça peut être un débat de comment est apparu, comment s'est transformé, etc. Et de toute façon, je pense que vous serez d'accord, c'est un débat qui doit se poser pour la recherche de la vérité, tout simplement, sur la transmission d'une maladie qui a eu un impact sur le monde très puissant. Et quelqu'un qui va regarder sur YouTube, qui va commencer à s'intéresser par YouTube, parce que ce qui, pour votre génération et même la mienne, qui est assez étonnant, hein, à mon sens, c'est-à-dire que des jeunes notamment, qui vont s'informer sur YouTube. Alors, on peut l'utiliser pour des tutos, pour savoir comment on répare sa machine à laver, pour etc. Mais je pense que si vous cherchez une information, vous n'allez pas forcément aller sur YouTube. Déjà parce que il faut regarder la vidéo pendant une demi-heure pour voir peut-être la chose qui vous intéresse en 3 minutes. Donc vous allez préférer la lecture pour sélectionner rapidement l'information. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et vous voyez que si vous vous intéressez à quelque chose comme ça et que vous allez de plus en plus vers des vidéos qui se radicalisent et qui disent de manière incontestable par des pseudo-scientifiques ou qui sont vraiment à la marge de la communauté scientifique, qui vous disent si j'ai une étude qui prouve que la Covid est sortie des laboratoires à Wuhan, etc. Évidemment, ça va avoir un effet. Donc les algorithmes ont un rôle très fort. Les algorithmes sont pas, je pense qu'il ne faut pas considérer que ceux qui tiennent les plateformes sont des individus qui ont forcément une idéologie, même si on voit bien que c'est ce qu'on appelle une idéologie libertarienne, mais Musk est à peu près, pour la liberté d'expression totale. Et bien sûr, il y a une idéologie, mais YouTube, ou toutes ces plateformes, je prends l'exemple de YouTube parce que j'ai beaucoup travaillé sur YouTube, en fait, ne sont pas à faire de l'idéologie. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on diffuse plus de théories complotistes sur tel ou tel sujet. Ce qu'ils veulent, c'est du temps de cerveau disponible, hein, qui était déjà l'expression de Patrick Lelay à l'époque de TF1, c'est l'économie de l'attention. C'est que vous restez le plus longtemps, que les gens restent de plus en plus longtemps devant leur écran.
Et c'est pareil pour Netflix, c'est pareil. Vous savez que le patron de Netflix avait dit notre seul ennemi, c'est le sommeil. Notre seul concurrent, pardon, c'est le sommeil. Parce qu'évidemment, a priori, quand on dort, on ne regarde pas encore que ça peut continuer à diffuser, mais ça doit s'éteindre au bout de 3 heures, je crois. Mais vous voyez, c'est vraiment l'attention, c'est l'économie de l'attention. Et pour que les gens soient attentifs, il faut des choses qui fassent du buzz, de la réaction, du clash, et qui soient sur l'émotion. Ouais. L'attention, l'apostrophe ou l'attention? Bon jeu de mots. Les deux. C'est vrai. Bien vu. Oui, c'est ça, oui. Capter l'attention, pas une forme de tension, effectivement, des clashs, des querelles, et ce qui si bien que les influenceurs, influenceuses, on en parlera, mais sont souvent dans des logiques de clash pour faire du buzz, parce que ça marche. Ça répond à de l'audimat, et donc effectivement, il y a bien ça qui se joue. Alors, très rapidement pour finir cette longue introduction, je disais, j'avais fait référence à Durkheim, fondateur de la sociologie française, qui nous disait de traiter les faits sociaux comme des choses. Donc essayer de traiter la désinformation comme une chose qui se manifeste. Et il nous dit, Durkheim nous disait finalement, les faits sociaux, ce sont des manières d'agir, de penser, de sentir des individus qui existent en dehors d'eux-mêmes et qui exercent une contrainte, une coercition sur eux. Et à mon sens, l'information, la désinformation, et un fait social au sens de Durkheim. Alors lui, il n'avait pas travaillé là-dessus parce que c'était avant l'apparition de la presse, la massification de la presse et des effets sur le public, mais on voit bien que l'information, c'est une extériorité au sens de Durkheim. Ça veut dire que l'information, elle n'est pas, ou la désinformation, elle n'est pas dans un individu, dans l'esprit d'un individu qui serait isolé. Elle circule via des médias, via des institutions, via des réseaux sociaux. Et donc, c'est pas qu'une question cognitive, c'est pas juste une question d'individu, c'est une question de structure qui les diffuse, d'institution. Une contrainte, l'information ou la désinformation, c'est une contrainte. Pourquoi? Parce que même si vous entendez des gens qui disent « moi, l'information, je m'y intéresse pas, etc. », eh ben, ils entendent quand même des échos, ils ont des positions sur des choses, etc. Et donc, en ça, ça exerce une forme de contrainte. Enfin, l'information, qu'on le veuille, la désinformation, qu'on le veuille ou non, elle est autonome, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin des individus, ce qui est le propre du fait social, mais d'une conscience collective, je dirais, Durkheim. Alors, notre question centrale, pour y revenir, c'est finalement s'il s'agit d'une menace réelle ou une panique morale. Et ça veut dire si, autrement dit, si finalement on n'agite pas parfois un peu les peurs collectives, ou si il y a réellement un danger pour les démocraties. Alors c'est une question qui peut paraître simple, mais qui est en fait assez complexe, à mon sens, parce que on le verra qu'il y a bien aussi des questions de panique sociale, et que les effets ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Alors on va voir plusieurs choses. On va voir déjà, on va essayer de définir les fake news, les mécanismes de diffusion, les racines historiques du phénomène et les similitudes avec la désinformation. On va s'intéresser aux dimensions cognitives. Qu'est-ce qui fait que les individus pensent qu'une fake news est vraie? Mais on va voir que c'est aussi un modèle qui me semble insuffisant. Ça veut dire qu'il faut aussi comprendre une dimension politique, puisque c'est pas juste les individus qu'il faut comprendre, mais bien leur situation sociale et le contexte dans lequel elles se développent. Et enfin, on conclura sur la question des enjeux de lutte contre la désinformation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fake news, hein? Première définition, une information délibérément fausse ou trompeuse, son but est d'influencer l'opinion publique. Ça, c'est la définition classique des fake news. Alors, j'ai donné quelques exemples, tout à l'heure, Trump, le Brexit, le Pizzagate,
Là, c'était la rumeur, la fake news d'une pizzeria où il y avait des pratiques pédophiles, dont des dirigeants des républicains aux États-Unis, et qui a eu comme conséquence, donc qui a été une théorie du complot très forte, et qui a eu comme conséquence qu'un individu a voulu libérer des enfants, fictifs évidemment, puisqu'il s'agissait d'une fake news, en tirant et en sortant son arme à feu, et en tirant, il s'est fait arrêter avant de l'avoir pu tuer quelqu'un. Mais là encore, sur les conséquences des fake news, puisque la personne en question voulait faire le bien dans sa tête, comme ça, mais reposer sur l'information reposait sur une théorie du complot complètement délirante. J'en reparlerai. Alors, on voit que c'est une définition qui est la plus largement donnée, et en même temps, elle est un peu simpliste. On va voir pourquoi. Alors, justement pour expliquer ça, essayer de comprendre les liens entre désinformation, mésinformation et malinformation. Trois notions qui se recoupent sans être identiques. La désinformation, c'est la diffusion intentionnelle d'informations fausses ou trompeuses dans le but de manipuler un public, c'est le sens initial des fake news. Elle peut être motivée par des intérêts économiques, politiques, idéologiques, et elle repose sur des stratégies bien définies. La mésinformation, c'est la diffusion involontaire d'informations erronées, généralement dues à un manque de vérification ou une interprétation erronée des faits. Une personne qui a partagé un article, une vidéo trompeuse sans en connaître la fausseté, qui ne va pas désinformer volontairement, mais c'est là où on parle de mésinformation. Vous voyez la différence, mésinformation, l'idée qu'on ne sait pas, etc., et désinformation, quelque chose qui est pensé pour contrôler les publics. Et enfin, la malinformation, qui serait des informations exactes, mais diffusées dans le but de nuire, dans certains contextes, à des personnalités publiques, par exemple. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les deux premières, la différence, si tant est qu'elle soit toujours possible, entre désinformation et mésinformation. Parce que la frontière, et c'est ce que j'ai essayé de montrer quand il y a eu la généralisation du terme fake news à l'époque, c'était de montrer que finalement, désinformation, mésinformation, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, déjà, il faut être sûr et certain que ce soit d'être à la source, vous voyez, de l'information pour savoir qu'il s'agit de quel public il a diffusé et si c'était intentionnel ou pas. Ce qui n'est pas toujours évident, ce qui parfois est évident, mais parfois ne l'est pas. Et j'avais été interrogé d'ailleurs à l'époque par des journalistes sur, vous vous rappelez l'épisode des punaises de lit, où on voyait des images un peu dans les transports, dans les TGV, etc., de gens qui filmaient avec leur téléphone portable des punaises de lit. Et en fait, il y a une sorte de psychose, de panique sociale, on pourrait dire, autour des punaises de lit. Alors, je touche du bois, j'en ai jamais eu, je sais que les gens qui en ont eu, c'est très problématique et c'est très embêtant. Mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, vous pouvez prendre une vidéo dans un métro, dans un TGV ou autre, et ça ne veut rien dire sur le nombre. Vous voyez ce que je veux dire, l'objectif, c'est-à-dire que vous pouvez en voir une, et c'est un cas isolé, et qu'il n'y en a pas plus que l'an dernier ou il y a 2 ans, etc. Et le journaliste donc, en question, Georges René, qui voulait m'interroger sur la psychose autour des punaises de lit. Pourquoi les gens avaient si peur, etc. Et pourquoi il y avait un emballement médiatique comme ça. Et pour le coup, si vous vous rappelez, à l'époque, ça faisait la une des journaux. Vous voyez, quand je vous parlais de cadrage, de l'importance de l'information, si vous mettez ça en intro d'un JT, à la grande messe de 20h de l'époque, qui est un peu moins aujourd'hui, mais ça a toujours une audience forte. Hein. C'est pour ça que c'est un leurre de penser que les médias traditionnels n'ont plus de pouvoir. Ils ont quand même un pouvoir important. Bah, si vous mettez ça en début de JT, bah, ça a quand même une audience forte et ça va faire que les gens vont en parler. Et le journaliste en question, qui était assez renseigné sur la question, me disait mais ça vient des Russes, etc. Il était là, est-ce que vous pouvez dire ça? Alors bon, j'étais un peu embêté, parce que si je travaille sur les fake news et que j'en dis moi-même, vous voyez, c'est quand même embêtant. J'avais moi aussi l'idée que c'était monté en épingle par des agences de communication russes, mais j'avais pas la preuve de ça.
Alors il y a des choses, j'ai pu voir avec des collègues qui peuvent retracer d'un point de vue informatique, des informaticiens pour retracer comme ça. Alors il y a des stratégies pour masquer ça. Vous imaginez bien que les Russes sont assez forts en technologie, ils ne sont pas idiots, donc ils savent aussi gérer ça. Mais il s'est avéré après coup que c'était bien russe. Mais j'allais pas dire des fake news sans. Donc j'ai dit bah non, je n'ai pas l'approche, je peux pas dire ça. C'est une possibilité. Mais... Donc vous voyez qu'il a fallu un certain temps après voir ça. Il y a l'épisode aussi des cercueils pendant les JO. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Le gouvernement russe qui a mis 3 cercueils à un endroit qui ont réussi à faire passer ça. C'était une manière de démonstration de force. Voilà, il se trouve que les services de renseignement prennent pas ça à la rigolade, parce que bon, les punaises de lit, on peut se dire c'est pas grave, mais l'air de rien sur l'économie touristique, ça a fait le tour du monde. Ça veut dire qu'aux États-Unis, ça faisait aussi la une des journaux. Ça veut dire qu'en France, attaque de punaises de lit, les punaises de lit sont partout. Vous savez comment ça peut monter en épingle, comme avec les rats, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rats à Paris. Hein. Je suis parisien, j'en vois beaucoup. Mais c'est pas pour autant qu'il y avait des punaises de lit partout et qu'on risque sa vie en marchant dans Paris en se faisant attaquer par les rats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et la Russie a bien conscience que attaquer les démocraties par la désinformation, ça a un pouvoir important. Si, ne serait-ce que, je dis n'importe quoi, mais si un tiers des touristes ne viennent plus à Paris à cause de ces rumeurs-là, vous imaginez bien que ça a un impact énorme sur l'économie de Paris. Donc c'est pas anodin, et les renseignements sont quand même interpellés par ça, parce que de savoir jusqu'où ça ira, de savoir le type de réponses qu'ils peuvent produire, alors voilà, il y a des questions un peu complexe, hein, au niveau aussi des droits, en démocratie, c'est-à-dire jusqu'où on peut nous-mêmes créer de la désinformation pour nous défendre. C'est interdit, mais les Russes le font. Est-ce qu'il ne faudra pas le faire un jour? Bref, ça c'est des questions qui ne sont évidemment pas de mon ressort, et heureusement, mais de dire que les enjeux de désinformation en contexte de guerre, en l'occurrence, sont évidemment très forts. Mais vous voyez, c'était pour le lien entre finalement mésinformation et désinformation, que c'est pas toujours évident de revenir à la source, de trouver la source, et que parfois une mésinformation peut devenir l'objet de désinformation par des groupes politiques aussi. L'exemple de Notre-Dame, à l'époque, il y avait une photo ambiguë qui laissait penser, ou qui pouvait laisser penser selon l'angle de la photo, qu'il y avait un individu pris à côté sur Notre-Dame avec les flammes, et que ça pouvait laisser penser une attaque terroriste intentionnelle. Et à l'époque, et notamment de djihadistes. Et donc ça, c'est probablement venu d'une mésinformation des individus qui ont cru sérieusement qu'il y avait un individu qui se tenait juché au-dessus de Notre-Dame, devant le feu. Et Dupont-Aignan avait repris cette fake news en disant, et là, vous voyez, d'une mésinformation, ça devenait une stratégie de désinformation politique de Nicolas Dupont-Aignan. Donc, la complexité, finalement, entre mésinformation et désinformation, c'est pas si évident. Alors après, il y a un intérêt, je dirais, heuristique, hein, tout simplement de compréhension. C'est vrai que c'est pas la même chose de s'intéresser finalement à pourquoi les individus sont mésinformés, mal informés, encore qu'il y a un côté un peu normatif, et la question des gens qui sciemment désinforment les individus. Donc je dis pas que c'est une distinction qui n'a pas de sens, mais je dis simplement qu'il faut voir qu'elle n'est pas si évidente que ça. Oui. En ce qui concerne les punaises de lit, qu'est-ce qui explique qu'en France, ça ait pris cette proportion? Est-ce qu'il y a un téléphone favorable? Est-ce qu'il y a des relais qui ont fait que ça... Alors, est-ce que ça aurait pu s'éteindre? Oui, tout à fait, vous avez raison, oui, c'est une vraie question. Déjà, je pense que ça joue sur des légendes urbaines, enfin, sur des peurs collectives, d'invasion, des bêtes qui s'attaquent à nous quand on dort, qui sont extrêmement difficiles à déloger, etc. Donc quelque chose presque d'anthropologique, si vous voulez, de peur. Voilà, l'inconscient collectif, effectivement. Enfin, je sais pas, je pense que si
les gens en ont déjà eu ou des proches qui en ont eu, c'est extrêmement pénible. Il y a des gens qui ont des dépressions à cause de ça. Enfin, il y a quelque chose aussi d'objectif là-dedans. Alors après, sur la désinformation russe, ils ont réussi à passer par beaucoup de réseaux de médias alternatifs jusqu'à arriver à François et à avoir une plus grande médiatisation. On a pu retracer en fait. Donc il y a quand même toute une technique de faire remonter ça. Et après, si vous voulez, ça a un écho parce que ça peut concerner tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de discrimination, parce que les riches ont autant touché que les pauvres, les provinciaux que les ruraux, ça touche les âges, etc., ça touche tout le monde. Donc il y a un terreau qui fait que ça peut prendre facilement. Et après, voilà, d'aussi se poser la question pourquoi ça a pris aussi aux États-Unis, etc. Là, on imagine aussi que c'est par des réseaux russes, que c'est monté aussi aux États-Unis, etc., et que ça devient mondial et viral. Mais à la limite, on en a plus parlé, je crois, hein, par rapport à ce qu'on parle normalement de la France aux États-Unis qu'en France. Enfin, pour dire, et dont l'impact économique, et je pense que c'était ça la cible, clairement. C'est-à-dire, en gros, on n'est pas dans les JO, de saboter les JO, de draguer, etc. Oui, en France, c'est étonnant, on a même une frère, elles sont démissionnaires. Oui, c'est ça, oui. Une petite fiole, oui. Ah oui, oui, tout à fait, oui, c'était assez fascinant, justement, oui, vous avez raison. C'était quelle candidate qui a vu ça? Je me rappelle. C'était Mathilde Panot. Ah oui, c'était Mathilde Panot. Oui, elle avait sorti et là, justement, il y a quelque chose au niveau de montrer, regarder, du petit insecte minuscule qu'on essaie de montrer, donc à travers la mise en scène du Claconte. Vous avez parfaitement raison, oui, je me rappelle de ça. Oui, c'est... effectivement, ça montre bien que par des petites choses, on peut arriver à toucher l'opinion publique de manière massive. Alors, la désinformation, mésinformation, on l'a vu aussi pendant les temps de Covid, évidemment très, très fort. Ou d'ailleurs, avec les effets, quand je parlais des effets que ça peut avoir, peut-être avez-vous eu autour de vous des gens qui sont un petit peu radicalisés à cette période-là, en ayant des propos de plus en plus anxieux, de plus en plus polarisés, de plus en plus radicaux, finalement en trouvant que... Et là encore, si vous voulez, sociologiquement, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens pensent comme ça, plutôt que les juger a priori, et de voir aussi, on y reviendra, mais qu'on est dans une société de plus en plus polarisée, un peu sur le modèle américain, et que finalement, la Covid, a marqué une polarisation de la société entre les urbains, les ruraux, cette idée du pass sanitaire pour les gens exclus qui les a radicalisés, cette idée aussi que, certes, les vaccins étaient nécessaires et avec une certaine efficacité, mais si vous voulez, de traiter les gens de complotistes quand ils se posaient la question de savoir est-ce que on peut se faire vacciner comme ça, massivement être obligé pour un vaccin qui n'a pas fini sa phase de test, est-ce que c'est prudent de vacciner les enfants, voilà, des questions qui, si vous voulez, peuvent se poser rationnellement. Voilà, une prise de décision par rapport à des choix qu'on fait, par rapport à les informations, etc. Et je pense que l'attitude de certains politiques de pouvoir catégoriser toute cette possibilité de débat comme complotiste a radicalisé les choses plutôt que les apaiser. Et à mon sens, alors je dis pas qu'il n'y avait pas de complotistes, qu'il n'y avait pas tout ça, qu'il y avait un danger là-dedans, mais les mesures en force du pass sanitaire obligatoire, etc., posent en tout cas des questions dont je ne suis pas là pour trancher et dire le bien, le mal, c'est pas du tout ma posture de sociologue, mais vous voyez cette idée que dès lors que vous traitez l'autre de complotiste, il n'y a plus de débat. Et ça, c'est important aussi de voir comment, dans la désinformation, il y a une manière d'accuser l'autre de manière forte, c'est-à-dire que et ça me fait dire aussi penser que si le terme fake news a été très médiatisé, c'est à cause de Trump, et je dirais, et grâce à Trump. Dans ce paradoxe, c'est parce que alors que tout le monde
l'affublait à juste titre de ce qualificatif, lui avait dit à un journaliste de CNN, "You are fake news", en reprenant l'expression, si vous vous rappelez de cette phrase, et qui est un politique de sa part assez fort, puisqu'il reprenait ce terme calomnieux pour calomnier les journalistes en disant vous faites partie du système, vous faites partie du pouvoir, moi je dis la vérité, je parle au peuple, etc. Ce qui est la force politique de Trump d'ailleurs, de se faire passer pour quelqu'un qui vient, qui serait hors système alors qu'il est précisément du système, que c'est un héritier, etc. et qui coche toutes les cases de l'héritier. Bref, mais vous voyez de dire que à travers finalement les notions de désinformation, on peut il y a bien des fake news réelles, il y a bien des informations réelles, mais on peut aussi s'en servir comme arme politique pour retourner les arguments. Et c'est ça qui complexifie justement la donne, puisque on voit bien que c'est une notion qui est assez floue, assez complexe, puisque on peut aussi s'en servir pour discréditer les autres. Donc j'avais à l'époque noté 4 usages des fake news. L'usage journalistique, l'usage du sens commun, on va dire, l'usage politique et l'usage scientifique. Alors, journalistique, les journalistes, dans les années 2015-2016, sont mis à s'emparer du phénomène, et vous savez, il y a des cellules de fact-checking qui sont développées déjà dès 2008, pour Le Monde, c'est des décodeurs, Check News pour Libération, AFP Factuel pour l'AFP, pour essayer de lutter contre les fake news. Alors, en fait, à mon sens, les journalistes, ils ont, à cette époque-là, joué sur leur figure d'expert et sur leur savoir-faire en matière de vérification des faits. Alors, ce qui peut être un peu curieux quand on y réfléchit, c'est que c'est un peu normalement le propre des journalistes de vérifier les faits. Donc, théoriquement, c'est dans la formation même du journalisme, mais ça a été un moyen aussi, probablement, de jouer une légitimité qu'ils perdaient et qu'ils perdent toujours. Ça veut dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est la défiance. Quand on interroge chaque année les Français et les Françaises sur l'adhésion au journalisme, on voit que chaque année, la défiance monte d'un point, atteignant plus de 50% de gens qui se méfient des journalistes en général, et qui est là aussi, à mon sens, un problème quand même d'une démocratie. Ça veut dire quand la population majoritairement n'a plus confiance dans les experts qui doivent dire l'information, ça pose quand même des sérieuses questions sur le statut de l'autorité, etc., des sources. Et alors aussi, d'ailleurs, il en va même pour les scientifiques, cette idée que finalement, alors il faut se méfier parfois, je un peu à l'encontre de ma paroisse, mais des chiffres de comment ils sont fournis, etc., mais des enquêtes qui parfois montrent que les jeunes seraient de plus en plus complotistes, que les théories du complot seraient de plus en plus... Bon, en fait, quand on voit comment c'est fait, c'est parfois assez critiquable, puisque parfois on propose plusieurs théories de complotistes et on dit laquelle vous semble la plus vraie à partir de 8, mais vous voyez que c'est très biaisé quand même. Donc, il ne s'agit pas, il y a des études sérieuses, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Il ne s'agit pas de dire que les gens deviennent de plus en plus complotistes ou comme ça, mais en tout cas de voir que cette diffusion de l'information systématique, etc., fait qu'un certain relativisme probablement des individus face à l'information, face à la vérité, et qu'il est nécessaire d'interroger. Donc fake news qui peut être un peu un terme fourre-tout, je dirais, parce que on voit l'usage des journalistes, l'usage des politiques, pour le dire rapidement, c'est justement politiser les choses, de manière à ce que, comme j'avais pris l'exemple de Trump, you are fake news, en employant cette expression qui avait fait un grand bruit, il permettait de montrer comment finalement les journalistes, pour lui, les journalistes disent ce qui est des fake news ou pas, mais c'est eux qui se trompent. Et ce qui est quelque chose d'assez populiste, qu'on trouve aussi à sa manière chez Mélenchon, qui peut être très difficile avec les journalistes, comme s'ils étaient tous vendus, etc., avec la possibilité de l'exercice du coup
parfois des journalistes qui, pour certains, font au mieux, n'est pas évidente face à des politiques comme ça qui les discréditent d'emblée, quoi qu'ils fassent. Non pas, tout ça n'excluant pas qu'il y a des problèmes, des journalistes aussi, de partis qui sont payés, etc., des lignes éditoriales qui peuvent leur être imposées, etc. Mais enfin, qu'une démocratie repose aussi sur des individus qui peuvent transmettre les informations. Donc, terme fourre-tout. Alors, à la base, donc, question de l'intentionnalité qui est difficile à prouver, on l'a dit. Il y a aussi cette question de la fausseté du contenu, qui est dans le terme fake news assez complexe parfois, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des controverses scientifiques où c'est pas nécessairement vrai ou faux, c'est plus complexe, et donc de pouvoir penser parfois la complexité au-delà du terme fake news. Alors, aussi, un autre écueil des fake news, souvent quand les gens parlent, c'est de penser que tout est nouveau, hein, ce que je disais en préambule, alors que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont bien plus anciennes. Alors, oui, pour finir sur la typologie des fake news, il y a aussi les erreurs journalistiques qui sont pour certains des fake news, alors que initialement ça ne l'est pas, mais vous savez que les journalistes aussi peuvent diffuser des rumeurs, ça a toujours existé, et le fait de devoir sortir les informations vite pose évidemment des problèmes de contrôle de l'information. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi avec les deepfakes, hein, vous savez, les vidéos truquées, où en fait, puisqu'elles paraissent de plus en plus vraies, si vous en avez déjà vu, hein, dans celle d'Obama à l'époque, on lui faisait dire n'importe quoi, celle de Zelensky, président de l'Ukraine, qui disait à son peuple de rendre les armes, voilà, des vidéos qui sont évidemment truquées, et qui auraient pu avoir des conséquences très fortes. Mais il faut bien dire, à l'heure actuelle, les deepfakes n'ont pas encore engendré de problèmes majeurs. Vous voyez, c'est pour ça aussi, panique sociale, c'est pas parce qu'il y a une technologie qui permet de faire quelque chose que nécessairement c'est là, c'est partout. Mais on imagine bien qu'effectivement, les manipulations pourraient être produites de plus en plus comme ça. Donc de penser que finalement, oui, je pensais, ça me faisait penser à une anecdote, un journaliste de Libération qui m'avait interrogé sur la désinformation, et qui m'expliquait que à l'époque, si vous vous rappelez, il y avait eu un match de rugby, alors je sais plus quand c'était, ça date au mois de l'année dernière, où le président Macron avait bu une bière cul-sec. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et les journalistes de Libération, pourtant des journalistes qui ont quand même des moyens, qui sont pas pigistes, qui sont salariés, en tout cas pour lui, me disait que lorsqu'il avait vu cette vidéo avec la rédaction, il s'était posé la question si c'était un deepfake ou pas. Et qu'en fait, ils avaient hésité à la diffuser, en se disant que si c'était un deepfake, évidemment, c'était une erreur grave de journaliste, même si les conséquences n'étaient pas forcément dramatiques, mais enfin, de pouvoir diffuser comme ça. Mais vous voyez, donc même des gens qui sont dans des bonnes institutions journalistiques, en tout cas reconnues, peuvent avoir des vraies difficultés à savoir si c'est vrai ou faux, comme ça. Alors, si on devait faire une rapide typologie des fake news aujourd'hui, je dirais qu'il y a les fake news, pour montrer justement la complexité, il y aurait les fake news accidentelles, hein, qui seraient les erreurs qui seraient par exemple journalistiques vite corrigées, qui seraient non intentionnelles. Il y aurait les fake news spontanées, qui seraient comme les rumeurs émergentes en période de crise. Hein. Les fake news opportunistes, parce que ce dont je parlais avec Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui avait repris cette mésinformation en désinformation, hein, par rapport à l'attentat terroriste de Notre-Dame. Et les fake news stratégiques qui sont là, les campagnes de désinformation pilotées par des États ou des groupes d'intérêt. Alors pour les quelques exemples que j'avais de fake news, mais j'imagine que vous en connaissez déjà un certain nombre,
mais il y avait le Pizzagate dont j'avais parlé, hein, c'était né sur le forum 4chan aux États-Unis, qui sont en fait des médias alternatifs, et il y a un certain nombre de fake news qui apparaissent sur des médias alternatifs, et Reddit aussi, qui est après venu sur Twitter. Donc c'est cette question du réseau pédophile qui aurait été dirigé par des figures du Parti démocrate américain dans une pizzeria de Washington DC. Et l'information, elle provient à la base d'informations erronées de mails de Wikileaks, donc un lanceur d'alerte, qui a été relancé par des influenceurs complotistes, on pourrait dire, par des médias alternatifs. Et donc, il y a un individu suite à ça qui a ouvert le feu et qui s'est fait arrêter juste avant. Autre fake news, au sens où on les définit nous, la mort, le décès annoncé de Martin Bouygues en 2015, comme souvent des personnalités politiques sont annoncées, enfin, là c'est l'AFP qui le dit, hein, vous voyez, donc ça n'empêche pas, donc il présente ça sans confirmation officielle, de nombreux médias reprennent ça, donc voilà des exemples un peu différents. Alors, un petit quiz pour terminer cette partie. Si je vous dis qu'une étude a prouvé que 90% des fake news sont créées par des gouvernements étrangers, vous me dites vrai ou faux? Qui pense vrai? 90% des fake news sont créées par des gouvernements étrangers. Qui pense faux? Eh bien, vous avez raison. Qui pense faux? 90, effectivement, un chiffre était. Mais c'est bien quand même. Et donc, deuxième question, les fake news se propagent plus rapidement que les vraies informations sur Twitter, aujourd'hui X. Qui pense vrai? Qui pense faux? Entre les deux. Alors là, il n'y a pas d'entre-deux. Et la réponse était vraie. Effectivement, une étude de 2018 par des chercheurs du MIT qui analysent ça. Là encore, il y a des raisons cognitives, hein, ça veut dire que ce que je vous disais par rapport au buzz, par rapport à l'économie de l'attention, une rumeur ou une fake news, vous voyez, j'emploie suffisamment, enfin, de manière un peu indifférente les deux, et j'y reviendrai rapidement, montre que finalement, les enjeux, dès qu'il y a une information qui peut surprendre, qui sort de l'ordinaire, les individus vont avoir tendance à l'apprécier, à la préférer plutôt qu'une information commune, et donc ça va beaucoup plus vite, ça peut aller très vite, et on en parlera peut-être aujourd'hui, tout à l'heure avec les IA génératives aussi. Cette capacité de produire du texte à toute allure, hein, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le ChatGPT et consorts, Gemini, etc., mais vous voyez, vous pouvez sortir 15 pages en 3 minutes, donc cette capacité à produire de l'information ou de la désinformation est évidemment importante. Et question 3, les deepfakes sont faciles à détecter à l'œil nu, vrai ou faux? Qui pense vrai? Ouais, vous avez vu, effectivement, et faux. Faux. Et effectivement, alors au début, je ne sais pas si vous aviez un peu regardé, il y a des doigts que l'IA a du mal à faire, et alors parfois il crée des individus à 3 doigts, etc. L'IA, ça ne pose pas de problème, donc il y a des problèmes là-dedans. Mais en fait, on se rend compte que c'est vraiment une question déjà, il y a eu des progrès énormes là-dedans, même dans cette question-là. Et j'ai envie de dire, si ça tient qu'aux doigts, vous voyez que ça commence à être problématique quand même, parce qu'il suffira à ce moment-là de cadrer autrement, et il n'y a plus moyen. Donc après, il y a des techniques, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour identifier les sources de l'image qui sont réputées à l'heure actuelle infalsifiables. Je me méfie de tout ce qu'on dit infalsifiable en informatique. Mais voilà, des techniques qui, en tout cas, pourraient régler un peu le problème à un moment donné, peut-être. Alors, si je vais passer à la question suivante de la genèse on en a déjà un petit peu parlé, hein, mais ça me semble intéressant, finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'essayer de voir que un phénomène qu'on pense hyper moderne, en fait, a des racines bien antérieures, et je pense que c'est une approche un peu socio-anthropologique aussi, d'essayer de comprendre pourquoi, finalement,
nous sommes les mêmes, en fait, nous sommes les mêmes dans un contexte différent. Mais c'est toujours assez fascinant de penser que les hommes et les femmes des grottes de Lascaux, finalement, sont comme nous, à peu de choses près, et que le monde évolue, mais les individus restent des individus, et qui fait que, du coup, la désinformation a toujours existé. Un sociologue disait à l'époque, Cap Ferrer disait que les rumeurs étaient le plus vieux média du monde. Et effectivement, ce que je veux dire, les rumeurs de village, etc., c'était la manière de diffuser l'information. Et qu'elles ont toujours, probablement toujours existé, dès qu'il y a eu du langage. Justement, par rapport aux fake news, moi je distinguais les rumeurs spontanées des rumeurs provoquées. Et vous voyez, là vous avez la même chose avec les fake news. Hein. Les rumeurs spontanées vont naître d'une incertitude, comme les rumeurs de pénurie alimentaire pendant une crise, et les rumeurs provoquées qui là sont intentionnellement fabriquées dans le but de désinformer, qui est aujourd'hui le sens normalement littéral des fake news. Et finalement, on voit que la rumeur a toujours existé, que ça a toujours été une préoccupation en temps de guerre. Et d'ailleurs, les premières recherches qui sont vraiment développées en psychologie sociale sur les rumeurs, de Alport et Postman, datent en fait de 1944. Et en fait, l'idée, c'était de reproduire des rumeurs en laboratoire, in situ. C'est-à-dire que la psychologie sociale repose sur l'expérimentation. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait potentiellement faire là, il faudrait juste un peu de temps et un tout petit dispositif, mais la manière dont Alport et Postman, c'est le psychosociologue américain, avait étudié la déformation des rumeurs. En fait, il procédait de la manière suivante. Il présentait une photo un peu ambiguë avec de souvenir, un des tests, c'était un homme de couleur qui était dans le métro avec des gens blancs et il faisait, on ne sait pas s'il faisait la manche ou etc. C'était assez ambigu et du coup, en tout cas pour l'époque avec les stéréotypes racistes très forts aux États-Unis particulièrement. Et non, en fait, c'était pas plus ambigu que ça, mais c'est rien que la question de couleur entraînait ça. Et après, de voir une personne devait dire à une autre personne qui n'était pas dans la pièce, de dire ce qu'elle avait vu sur la photo, et après la deuxième personne devait dire à une troisième personne, à partir d'informations, jusqu'à une quatrième, cinquième, huitième, etc. Tout simplement pour voir comment se transforme une information. Et on voit que je sais plus, je crois que c'était 800 détails, la deuxième fois on en a plus que 600, après on en a plus que 300, etc. Donc une déperdition de l'information, évidemment, qui est logique, hein, vous ne retenez pas tout, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait des choses qui étaient amplifiées et déformées, du coup. Et après, l'individu devenait agressif, après il avait un couteau à la fin, etc. Donc vous voyez que ça, et tout ça en laboratoire, en l'observant, en fait, de visu. Donc c'était une manière de tester, en fait, les mécanismes d'amplification, de désinformation et de perte de l'information. Donc une thématique très importante particulièrement lors de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que l'information, c'est une arme de guerre. C'est-à-dire que si vous contrôlez l'information, vous contrôlez la peur du camp d'en face, potentiellement, vous voyez sur les punaises de lit, vous contrôlez les représentations, vous contrôlez éventuellement l'action pour produire les individus. Et donc, les rumeurs ont en soi toujours existé. Et les rumeurs, je dirais, à l'intérieur d'un pays, qui serait là la propagande, hein, on en parlera, justement, juste après. Mais voilà, donc, dans les grandes recherches historiques sur les rumeurs, il y avait celle de Alport et Postman, il y en a eu plein d'autres, hein, je ne les citerai évidemment pas toutes. Il y a eu celle d'Edgar Morin, que vous devez connaître, hein, qui a aujourd'hui, je crois, 103 ans. Donc grand sociologue français qui a travaillé sur beaucoup de choses et dont les rumeurs, il avait écrit un livre qui s'appelait La rumeur d'Orléans, où en fait il était parti à l'époque avec son laboratoire de l'époque, les chercheurs, étudier les rumeurs d'Orléans qui concernaient en fait les magasins de vêtements tenus par des juifs
où il y avait une rumeur des traites des femmes blanches qui allaient dans évidemment des choses graves qui reposaient sur un fond assez fort d'antisémitisme, clairement. Donc, vous avez des questions, des remarques? Non. Vous aviez déjà entendu cette... Voilà, années 80, c'est ça. Alors justement, comme toutes les rumeurs, à l'époque travaillant sur les rumeurs, ce qui est intéressant, c'était de voir que les rumeurs, elles apparaissent, puis elles réapparaissent à d'autres endroits. Et donc la rumeur d'Orléans a eu lieu à d'autres endroits, dans d'autres villes, à d'autres époques. Alors, c'est cette notion, justement, vous voyez, où à l'époque, il y avait un territoire, une temporalité. Aujourd'hui, avec l'instantanéité, les choses apparaissent partout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence interculturelle, mais vous n'avez pas cette idée que telle rumeur, on l'a... ou alors des rumeurs beaucoup plus gentilles, entre guillemets, comme que vos enfants ou vos petits-enfants, peut-être quand ils passaient le bac, cette question de qu'est-ce que c'est que réussir en philosophie, ou qu'est-ce que c'est que le courage en philosophie, c'est ça, et la personne qui rendait la copie blanche, enfin juste en mettant c'est ça, ça on l'avait déjà eu pour le courage, pour le truc, et puis on l'a toutes les années, elle revient, etc. Donc évidemment c'est une rumeur qui est... une rumeur c'est toujours... ça fait écho à des gens pour qui ça a un intérêt. Vous voyez bien que ça a beaucoup moins d'intérêt quand vous avez passé le bac il y a 20 ans, cette rumeur, quand vous êtes étudiant et que vous passez le bac et que vous avez l'épreuve de philo, vous dites si ça tombe, c'était courageux de faire ça, etc., etc. Et donc c'est quelque chose qu'on voit réapparaître dans tous les lycées chaque année. Alors il y a toujours des variations, des variantes de ces rumeurs. Donc voilà, de manière beaucoup plus légère que la rumeur d'Orléans. Et chaque milieu a ses rumeurs. À l'époque de Sciences Po Paris, c'était que Jacques Chirac, quand il était président de la République, prenait de la cocaïne, donc ça, il y avait eu cette rumeur. Et là, probablement, elle intéressait les étudiants de Sciences Po qui devaient vouloir travailler peut-être la nuit, et peut-être se trouver quelque chose de légitime pour pouvoir parfois consommer, j'en sais rien, c'est une supposition. Mais en tout cas, vous voyez que c'est pas anodin que ça venait justement des étudiants de Sciences Po, cette rumeur. Et d'ailleurs, j'avais entendu qu'un ancien dealer avait accusé Chirac d'être mais vous voyez comme quoi même une rumeur qui peut paraître comme ça peut parfois s'appuyer sur des sources de seconde zone comme ça, qui n'entachent rien, ça les voir. C'est pas un fait comme ça, mais j'avais entendu qu'effectivement il y avait peut-être une base sur laquelle fondait en tout cas cette idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que donc il suffit d'un élément qui serait même faux et mensonger pour asseoir une rumeur. Bref, les rumeurs elles ont toujours existé dans l'Antiquité. Marc-Antoine diffamait Octave pour affaiblir son influence politique dans la Rome antique. Au Moyen-Âge, les accusations de sorcellerie, de conspiration religieuse, les rumeurs pendant la Révolution française. Bref, ça a toujours existé. Ce qui en vient à nous intéresser à la propagande. Alors, propagande, c'est un ensemble de techniques qui visent à influencer l'opinion publique de manière intentionnelle. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très loin des fake news. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez que ce qui est complexe, c'est finalement des choses qu'on pourrait penser comme ça très différentes. La propagande, par contre, vous en avez toujours entendu parler, c'est quelque chose de très vieux, etc. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire de la propagande, c'est que la propagande, ça a eu une image négative, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, et on comprend bien pourquoi, évidemment, avec Goebbels et les effets terribles de la propagande nazie, à grande échelle, avec des techniques jamais autant utilisées. D'ailleurs, on disait, la légende bleue, là encore, rumeur ou pas, que le livre de chevet de Hitler et Goebbels, c'était Gustave Le Bon sur la psychologie des foules. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Gustave Le Bon, qui était donc qui avait donc écrit un livre sur la loi des foules, en fait, et qui disait que l'individu seul était un être rationnel, raisonnable, doué de raison, de langage, de capacité d'argument, mais dès lors qu'il est en foule, il perd son aptitude à réfléchir, il perd ses capacités de verbalisation, il ne pense plus que par l'image, il ne pense plus par la preuve, il n'a plus de nuances,
il est dépersonnalisé. Et Gustave Le Bon a théorisé finalement l'idée que la foule, on pouvait la contrôler. Qu'il fallait que la foule avait besoin d'un leader qui était un homme d'action, qui par la répétition d'idées fausses pouvait convaincre les foules du vrai. Vous voyez bien que là vous avez le programme du nazisme, théorisé par Gustave Le Bon bien avant l'heure. Alors Gustave Le Bon était d'ailleurs, enfin quand on voit, c'est-à-dire qu'il pensait que les individus, seuls les individus intelligents, intellectuels avaient le droit de voter, les autres n'avaient pas le droit, il était contre le droit de vote des femmes, etc. Enfin, il était pour la colonisation des peuples inférieurs, disait-il. Enfin, c'était pas quelqu'un de très sympathique, on peut le dire. Mais il était français, oui, tout à fait. Mais qui a eu une importance considérable c'est un des premiers à avoir travaillé sur la foule, et il y a des choses qui sont pas inintéressantes dans ce qu'il a pu dire, même si le personnage était détestable, mais voilà, qui a théorisé un certain nombre de choses sur les foules, dont la propagande nazie s'est clairement servie. Il y a aussi, d'ailleurs, dans l'histoire un des Bernet, qui était le neveu de Freud, qui était un des fondateurs de la propagande américaine, mais la propagande commerciale. Quand je vous disais ça, c'est que la propagande, avant la Seconde Guerre mondiale, n'était pas perçue comme quelque chose de négatif, nécessairement. C'est-à-dire que c'était un moyen, et d'ailleurs, dans l'histoire de la psychologie sociale, aussi, on voit un des fondateurs de la psychologie sociale française, américaine, c'était Kurt Lewin, et Kurt Lewin, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une pénurie alimentaire forte aux États-Unis, en tout cas plutôt une inquiétude sur la pénurie, parce que les Américains ne savaient pas combien de temps la guerre allait toucher le monde, et donc eux commençaient à se dire que peut-être un jour ils seraient en pénurie. Donc il fallait réussir à convaincre les ménagères, comme ils disaient à l'époque, puisque c'était elles qui faisaient à manger, de manger des abats, de la viande de second choix, et de donner de l'huile de foie de morue aux enfants pour qu'ils aient des capacités nutritives pour supporter des cas de pénurie. Parce que il y avait, avant de contacter Lewin, donc il y avait une campagne de presse assez forte pour dire, regardez, la viande de bas morceaux, elle a les mêmes qualités que la viande noble, etc. C'est juste une représentation, mais c'est pas vrai, etc. Que l'huile de foie de morue, c'est pas si mauvais que ça au goût, et que c'est très bon pour les apports nutritifs. Mais ça marchait pas. Alors ce qu'avait vu Lewin, c'est que à travers en fait la résistance, qui l'a théorisé après par la résistance au changement, ça vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, la résistance au changement, qui est devenu un concept assez discuté, hein, dès lors qu'on a des groupes, en tout cas un petit peu, et qui vient justement de Lewin, et de montrer qu'en fait, si vous voulez, c'était une commande du gouvernement d'aller à l'encontre des envies des individus pour leur faire faire au nom du bien commun quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Vous voyez, c'est cette idée de propagande. Sauf propagande qui serait blanche ou juste, ou vous voyez, qui serait du camp de mon côté, et les propagandes qui vont utiliser, diaboliser l'ennemi, etc., pour le destituer, ceux qui seraient des propagandes qui seraient jugées à l'extérieur du pays néfastes. Mais voilà, donc Lewin, je peux peut-être juste terminer sur cette histoire-là comme ça, c'est de dire que Lewin finalement s'est rendu compte que s'il y avait une résistance comme ça au changement, c'est parce que ça touchait les femmes dans leur rôle de bonne épouse ou de bonne mère, d'aller à l'encontre de ce qu'elles avaient intériorisé comme signe de qualité. Donc il a fallu par petits groupes changer les comportements pour que quelques personnes, il y a eu 30% de changement, alors qu'avec la technique d'affichage, il n'y avait que 3% de changement. Donc 30% n'est pas dans un changement radical, mais quand même un tiers des femmes, ce qui est quand même énorme, avec l'idée que si ils arrivent à chaque fois dans un groupe à convaincre un tiers des femmes, c'est elles qui vont après diffuser à d'autres femmes de leur entourage, et ainsi de suite, step by step, pas par pas, d'arriver à changer les mentalités. Et donc tout ça pour dire que la propagande, avant, c'était perçu comme aussi une manière de garantir l'intérêt commun à des moments. C'est intéressant de voir que ça n'a pas toujours le même sens.
et qu'aujourd'hui, et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, on voit bien pourquoi, effectivement, la propagande nazie, etc., qui est devenue quelque chose qu'on combat. Mais vous voyez ce lien entre propagande et fake news, même si c'est pas exactement ça, mais ça peut l'être dans des cas quand on fait des fake news qui visent à diaboliser l'ennemi, comme on le fait souvent systématiquement dans les guerres, hein, tout simplement, même en Ukraine en ce moment, en Russie, Gaza, Palestine, etc. C'est le propre de la guerre. Donc finalement la guerre froide, n'en parlons même pas, une explosion de la désinformation à cette époque-là, et notamment l'exemple aussi du KGB qui avait qui avait lancé la rumeur que les États-Unis auraient inventé le virus du sida dans les années 80. Donc vous voyez, tous les coups étaient permis. Donc on voit aussi, ça nous permet de voir que la Russie a une certaine habitude dans la désinformation et qu'ils ne sont pas le premier essai comme ça, qu'ils ont toute une histoire quand même, et quand on sait que Poutine a été formé au KGB, vous voyez qu'il y a une certaine continuité qui est là. Donc voilà, la propagande, elle repose, si vous voulez, sur l'émotion plutôt que la rationalité, sur la répétition, cette idée que plus quelque chose est répété, plus elle apparaît vraie chez les individus qui l'écoutent. Cet effet de répétition. Et on peut penser dans le slogan de Jean-Marie Le Pen à l'époque, qui était par exemple 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, qui était un slogan qui répétait en boucle à travers des affiches aussi, qui collait partout. Vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux, mais qui donne 2 chiffres, et il laisse faire la corrélation comme ça, alors qu'elle est mathématiquement fausse. En fait, mais quelque chose qui était perçu comme vrai par les adhérents du Front National. Alors, il y a aussi, dernier point que je voulais, par les distinctions des concepts que je voulais aborder, c'est la notion de complotisme. J'en ai déjà parlé tout à l'heure un petit peu. La notion de complotisme, c'est là aussi, elle est liée, disons que le complotisme repose sur les fake news, mais les fake news ne sont pas nécessairement complotistes, hein, vous comprenez. Mais il y en aurait plein, le 11 septembre, l'assassinat de JFK, Kennedy, le protocole des sages de Sion, qui est un complot antisémite. Donc c'est vrai, il est vrai que c'est souvent les juifs qui sont visés dans les complots. Donc voilà, de voir que, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, qu'il y a bien des formes de complotistes, hein, qu'il s'agit de comprendre. Maintenant, se méfier de cette catégorie unique, c'est-à-dire que je préfère essayer de parler d'individus qui peuvent adhérer à des théories du complot que les reléguer dans la case complotiste. Parce que sinon, à mon sens, il y a quand même des biais, même si, j'en parlais tout à l'heure, on a bien vu que, notamment avec l'acolyte, il y a des gens qui sont radicalisés dans des discours, parfois, qui sont effectivement complotistes. Alors, bien que les moyens ont changé, hein, ce qu'on voit, c'est que le numérique va accélérer quand même nettement les fake news, hein. La démocratisation d'Internet et des réseaux sociaux, la vitesse de propagation qui est sans précédent, et des filtres, alors qu'on appelle les bulles de filtre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Bulle de filtre, en fait, c'est... donc ça vient à l'origine d'un chercheur qui s'appelle Pariser en 2011, et ça a été après développé. C'est en fait de voir justement ce dont je vous parlais tout à l'heure d'algorithmes. C'est-à-dire que plus vous regardez des choses sur Internet, sur des plateformes, plus on va vous les recommander.
Et les bulles de filtre, elles font que les individus ne sont pas conscients de ça, puisqu'il n'y a pas de transparence dans les algorithmes, ils ne sont pas en open source, alors là ça va paraître un peu technique. Ça veut dire qu'on n'a pas, si vous voulez, la recette de cuisine de comment ils sont fabriqués, pour des gens qui s'y connaîtraient déjà, qui pourraient être décortiqués. Ça veut dire que vous suivez quelque chose, mais vous ne savez pas comment ça marche. Et la bulle de filtre, ça a cet effet que quand vous êtes dans un réseau, que vous avez un certain public et que vous avez des choses que vous recommandez chacun, vous avez tendance à vous enfermer dans des manières de penser. C'est-à-dire de voir ce qu'on appelle en sociologie l'homogamie sociale, c'est-à-dire des personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc, en gros, pensez tous pareil. Et alors, c'est quelque chose, là encore, qui n'est pas nouveau, en sociologie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la mise en couple, vous savez, les sites de rencontres maintenant qui sont, si je dis pas de bêtises, plus de la moitié des rencontres, en tout cas dans les grandes villes, se font par les sites de rencontres. Et à la base, on pensait que finalement, ça pourrait être un moyen de mixité entre les catégories sociales. Pour prendre un exemple très caricatural, que la fille d'ouvrier pourrait rencontrer le fils de grand patron. Et en fait, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle en sociologie une homogamie sociale dans la mise en couple. C'est-à-dire globalement, ce sont les mêmes classes sociales qui se mettent ensemble, comme ça l'était dans la rencontre réelle, avant Internet. Tout ça pour dire, c'est un exemple de montrer que finalement, l'entre-soi produit par Internet est plutôt un effet de l'entre-soi produit par la société, par le social. Si vous voulez, Internet reproduit les tendances à chercher les mêmes personnes. Vous avez une question, remarque ? Donc en fait, cette question d'entre-soi est antérieure à Internet, mais disons qu'Internet va avoir tendance à renforcer ça. Et si vous êtes dans un milieu où on parle que de théories complotistes, etc., vous aurez tendance évidemment à y croire 10 fois plus. Naturellement, il y a donc la chambre d'écho, ça veut dire que sur Internet, même des propos très minoritaires peuvent être par des gens très activistes. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui pensent ce qui fait consensus, mais qui ne le disent pas, et très peu de gens qui peuvent penser des choses extrêmes, mais qui passent leur journée à les dire. Et donc, qui sont surreprésentés, si vous voulez, quantitativement, sur ce que vous allez voir, ou les possibilités que vous voulez voir sur un forum, sur des posts, etc. Donc, il y a une surreprésentation militante des individus, qui n'est pas la réalité, nécessairement, de ce qui se dit ou ce qui se fait. Troisième, il y a aussi... Donc, bon, après, sur ces questions-là, c'est un peu complexe. Elles sont aussi critiquées par des recherches contemporaines qui visent à montrer que finalement, les réseaux sociaux ne feraient pas nécessairement que les gens s'informeraient moins bien. Ça veut dire déjà, il n'y a pas forcément cette segmentation, ce que je vous disais tout à l'heure, entre médias traditionnels, on peut consommer les deux. Cette idée que les jeunes seraient nécessairement mal informés, c'est pas vrai non plus quand on fait des enquêtes de terrain, que ça dépend aussi beaucoup des milieux sociaux. Bon, c'est plus complexe, je passe un peu tout ça. Mais, si vous voulez, il y a des études aussi qui tendent à montrer que finalement, sur les réseaux sociaux, vous avez tendance à quand même plus consommer d'informations diverses que vous le feriez naturellement à travers la presse ou la télévision. Donc c'est en discussion. En tout cas, il y a clairement des effets sur les algorithmes et des possibilités, en fait, si vous voulez, de laisser tout pouvoir à des gens qui n'ont que faire du juste et du vrai, on va dire, à la tête de ces algorithmes. Ce qui se passe avec Musk, etc. Et des gens qui s'alignent sur lui, comme Zuckerberg, patron de Facebook, qui a licencié ses modérateurs, etc., pour être dans les petits papiers de Musk et éviter des sanctions de sa part. Alors bon, il y aurait beaucoup à dire aussi sur les travailleurs et travailleuses du clic, ces personnes qui font les modérations, qui regardent des images atroces pour que nous on en ait moins, qui n'est pas beau à voir. Ça veut dire qu'il y a tout un marché aussi d'exploitation de gens qui voient
les gens se faire décapiter, des choses, j'en passais des choses horribles, pour que les individus n'aient pas accès à ça. Donc c'est aussi une économie qui est très sombre hein, derrière l'économie du clic, hein, dont on parle peu finalement. Puis il y a un collègue d'ailleurs qui s'appelle Antonio Casilli qui a travaillé sur cette question-là, qui a fait un documentaire qui est passé sur France 2 il n'y a pas très longtemps, que j'ai pas encore vu, mais je crois, enfin, je retrouve le titre. Mais c'est assez intéressant aussi de voir qu'il y a bien des humains aussi derrière la modération, derrière ces économies. Ça fait fi de l'IA. Oui, tout à fait, ouais, complètement. Mais de même que si vous voulez, y a effectivement ceux et celles qui regardent des images horribles comme ça, qui sont traumatisés, qui n'ont en plus pas accès à des psychologues évidemment, enfin une exploitation totale, et aussi des gens d'Inde ou ailleurs qui cliquent toute la journée pour distinguer des camions, des voitures, etc., pour former l'IA. C'est-à-dire qu'il y a le deep learning, c'est-à-dire la capacité à apprendre toute seule de l'IA, passe aussi, avant tout, à la base, par des humains qui ont cliqué pour $1 ou $2 de la journée, toute la journée, sur des voitures, des vélos, des trucs, etc., pour apprendre à l'IA à reconnaître les choses. Donc ça, vous imaginez bien que tous ces grands géants du numérique de la Silicon Valley, ça le cache absolument. Et que c'est tout un monde aussi d'exploitation, hein, finalement, derrière ce pouvoir du numérique. Et que les Occidentaux, dont les Occidentaux n'ont pas connaissance. Et d'ailleurs, c'est normal, puisqu'on n'en parle pas. Et c'est des travailleurs invisibles, des travailleuses invisibles. Alors après, bon, il y a les deepfakes, on en a un petit peu parlé, hein, il y a les bots qui sont des robots, justement, qui sont générés par l'IA, générative, donc qui sont capables aussi de poster sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, si vous formez ChatGPT et envoyez des informations toute la journée, vous voyez les dangers que ça peut être en termes d'abondance, de répétition, en faisant des faux comptes, etc. Toutes ces questions-là qui jouent un rôle très important à venir, enfin déjà là, et potentiellement à venir dans la désinformation. Alors, une question aussi qui se pose, c'est finalement savoir s'il s'agit d'une notion cognitive, les fake news, ou d'une notion politique, ou d'une notion politique. Ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est que je trouve les travaux, notamment en psychologie sociale, qui sont intéressants de comprendre pourquoi des individus, entre guillemets, normaux, croient à des choses qui puissent paraître folles, et c'est-à-dire comprendre les bonnes raisons, comprendre les biais cognitifs, ce dont on parle de biais cognitifs, pour essayer de comprendre l'adhésion à des erreurs. Et on est tous potentiellement capables d'avoir des biais cognitifs, qui sont, si vous voulez, des processus, des erreurs systématiques dans notre façon de penser, de raisonner, et dont les fake news reposent souvent dessus. Alors, il y a parmi, je ne vais pas tous les présenter, hein, mais il y a les biais de confirmation. Ça, c'est un biais qui est assez important, qu'on a tous et toutes de manière au moins inconsciente. Ça veut dire dans notre manière de chercher les choses, déjà, on va avoir tendance à confirmer ce qu'on veut trouver sans le savoir. Par exemple, si vous allez sur Google et vous tapez danger du vaccin hépatite machin, précisément, vous allez tomber sur les articles qui mettent en avant les dangers. Donc ça paraît bête, mais si vous voulez, c'est quand même très important, parce qu'en fonction de ce que vous cherchez, vous allez confirmer des choses inconscientes que vous cherchez. En fait, si vous tapez controverse scientifique autour des vaccins, ou effets secondaires des vaccins, etc., ça peut déjà être différent. Ça, vous pouvez faire le test assez rapidement vous-même. Donc les biais confirmation, c'est non seulement ça, cette tendance à rechercher, à interpréter, mémoriser des informations qui confirment nos croyances préexistantes. Alors, là aussi, hein, c'est que un complotiste, vous pouvez parler 3 heures avec lui, et ce que je veux dire, il va éventuellement retourner vos arguments qui pourraient le servir dans ce qu'il croit, même si c'est que 1 ou 2% ou 3% des arguments que vous avancez. Cette idée de ne voir ou d'entendre que ce qu'on veut voir, en fait. Et ça, on l'a tous, plus ou moins, hein.
on va avoir tendance à chercher des informations qui confirment ce que l'on pense au préalable. Ce qui renvoie aussi à la consonance cognitive, hein, cette idée que les individus aiment ne pas être dans des paradoxes. On n'aime pas les paradoxes. On a tous des paradoxes, hein, mais c'est l'exemple que je prends souvent, hein, c'est par exemple la personne qui fume un paquet de cigarettes par jour et qui vous dit « Ah, tu ne pourrais pas boire du lait de vache, c'est pas bon pour la santé. » Oui, c'est toujours amusant. Vous voyez ce que je veux dire en termes de... Je sais peut-être pas bon le lait de vache, mais enfin bon, par rapport à un paquet par jour, je pense que clairement la balance est comme ça. Mais voilà, n'empêche que vous pouvez fumer et tout simplement pas avoir envie de boire du lait de vache et trouver que c'est dangereux, etc. Mais c'est une forme de consonance cognitive par rapport à une dissonance cognitive qui est manifeste. Hein. Si vous prenez les probabilités de mourir d'un paquet de cigarettes par jour et d'une consommation d'un verre de lait de vache, je pense que bon... Vous êtes quand même sur des parentats qui sont quand même très très divergents. Mais voilà, on a tous et toutes des dissonances qu'on essaye d'équilibrer en fait par rapport à nos valeurs, ou ce qu'on voudrait être ou faire. Alors, il y a aussi les biais d'exposition sélective. Ça renvoie aussi au fait qu'on est plus enclin à consommer les médias qui renforcent notre opinion. Ce qu'on appelle aussi les biais d'ancrage. Alors c'est la première information qu'on entend qui va influencer plus fortement notre jugement. Et alors ce qui est justement un problème pour ceux qui font du debunking, c'est-à-dire ces vidéastes sur YouTube amateurs qui essayent de lutter contre les pseudosciences, la désinformation, les complotistes. C'est-à-dire qu'ils commencent leur vidéo en disant « Regardez, il y a telle théorie complotiste qui dit ça, ça, ça. C'est faux, je vais vous montrer pourquoi, etc. » Et que, en fait, l'effet pervers du debunking fait comme ça, c'est que les individus vont avoir tendance à plutôt mémoriser ce qui est en début de discours. Les biais de disponibilité, hein, c'est les informations qui sont les plus disponibles ou semblent les plus vraies. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, ça veut dire que finalement quelqu'un un groupe minoritaire qui est très actif sur un réseau social peut du coup avoir par la répétition une certaine force dans l'adhésion, tout simplement par le nombre de discours, le nombre de fois où les discours vont être répétés. Donc et ce qui rejoint l'effet de vérité illusoire, hein, que plus une information est répétée, plus elle devient vraie. Donc voilà plein de biais cognitifs qui existent, hein, ou des choses assez simples, hein, dès qu'on vous parle de pourcentage aussi, de savoir sur quel chiffre ça se fonde, sur quelle évolution, etc. On peut faire dire beaucoup de choses. Dès qu'on a des chiffres, hein, se méfier de l'interprétation des chiffres, c'est celui-là qui vous le dit, mais je pensais justement à un exemple que j'ai parfois. C'était Jean-Marie Le Pen à l'époque qui, face à un ou une journaliste, je ne me rappelle plus, qui montrait, il y avait des statistiques qui montraient que que plus les gens étaient diplômés, moins ils votaient Front National. Et la réponse de Jean-Marie Le Pen, c'était de dire oui, parce que l'école est à gauche. Vous voyez que c'était assez malin comme retournement de postulat, puisque ça veut dire qu'il avait retourné l'argumentation, alors que les chiffres ne disent absolument pas ça. C'est un fait, c'est un constat. Après, il faut comprendre comment ça se situe, etc. Qu'est-ce que veulent dire ces chiffres. Mais son interprétation comme ça était une manière de déstabiliser, de faire dire autre chose des chiffres. Alors, de même, c'est les questions sur les chiffres, mais si on dit que si on fait une corrélation entre l'alcoolisme et le chômage, par exemple, est-ce que c'est l'alcool qui produit le chômage ou est-ce que c'est le chômage qui produit l'alcoolisme? Ça, les chiffres ne disent pas en tant que tel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce métier des corrélations qu'on peut faire entre deux chiffres. Alors, les biais cognitifs, c'est très intéressant, mais à mon sens, ça a des limites. Ça a des limites de faire penser que les individus, que finalement, la question des fake news serait que une pensée, le fait de bien ou mal penser, si vous voulez.
alors que, on l'a bien vu, le fait qu'il y ait des institutions qui promeuvent ça, des plateformes, des groupes sociaux qui y croient plus ou moins. Tout à l'heure, j'ai parlé des étudiants à Sciences Po qui parlaient de la rumeur de Chirac qui prenait l'ancien président Chirac qui prenait de la cocaïne, ou bien avec un autre exemple, que finalement, il y a bien des groupes sociaux qui diffusent des rumeurs parce qu'ils en ont un intérêt, ou un intérêt indirect, en tout cas que ça renvoie à une certaine consonance de ce qu'ils peuvent penser intimement, de ce qui pourrait légitimer des choses qu'ils pensent, ou qu'ils disent, ou qu'ils vivent, bref, et que les choses ne sont pas liées qu'à vérité ou mensonge. Et j'ai envie de dire, de toute façon, sur cette question de savoir si Chirac était un consommateur ou quoi, personne ne peut a priori le savoir. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans la rumeur, c'est que la rumeur, comme ça, si je vous demandais une définition de la rumeur, vous pouvez me dire c'est quelque chose de faux. Or, la rumeur n'est pas nécessairement fausse. Je vous donne un exemple qui vous parlera peut-être, c'est que le deuxième mandat de l'élection de François Mitterrand, il y avait la rumeur qu'il avait un cancer. Et pourtant, il avait bien un cancer. Donc au fond, ce n'était pas une rumeur. Ce qui veut dire, enfin, au sens où on l'entend, ce qui veut dire que une rumeur, c'est pas quelque chose de faux, c'est quelque chose qui est contre le discours officiel. Vous voyez ? Donc, c'est là aussi que fake news, à mon sens, est parfois un peu dans un prisme un peu faux, de vrai ou faux, qui est parfois plus complexe, puisqu'une rumeur, on peut tout simplement, si quelqu'un vous dit que le président Macron a une maladie, etc., personne ne peut le savoir comme ça, et ça pourrait être potentiellement vrai. Donc c'est pas qu'une affaire de biais cognitifs, mais c'est aussi une affaire politique, d'individus, de groupes sociaux, d'États, de groupes économiques, idéologiques, etc., qui complexifient un peu la donne. Alors, si on en revient à... Vous voulez qu'au niveau du temps, je suis comment là? C'est juste? Il va falloir conclure, c'est ça? Bon, je vais préparer 10 fois trop, comme d'habitude. Bon, bah, je vais... Il me reste combien de temps, du coup? Il y a un cours après. Ah d'accord, oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, Un quart d'heure. Un quart d'heure, bon, bah, très bien. Pour les questions. Questions concrètes. Ah, question, bon, bah, alors je vais aller très très vite. D'accord. Alors, sur la question justement si c'était une panique morale ou une réelle menace, bah, vous avez déjà, je pense, pas mal de réponses à ça. J'avais envie de dire juste que la question de panique sociale ou panique morale, ça vient d'un sociologue qui s'appelait Stanley Cohen, qui avait à l'époque parlé de panique morale à propos des jeux de rôle aux États-Unis dans les années 80 et Donjons et Dragons, où il y avait eu un meurtre et une sombre histoire, et du coup on avait dit les dangers des jeux de rôle, et qu'aujourd'hui ça doit vous faire écho avec les jeux vidéo, puisqu'il y avait un homme de 23 ans qui a tué une fille suite à la perte d'une partie d'un jeu vidéo, et comment on peut incriminer les jeux vidéo s'il peut y avoir un lien entre la violence et comme ça. Vous voyez que c'est quand même un peu tiré par les cheveux, et donc c'est ça, cette idée de panique morale, c'est des réactions médiatiques amplifiées, des interventions politiques et sociales qui vont faire que les jeux vidéo vont être incriminés à une époque d'être... faut savoir que maintenant, parmi les 40 ans, jusqu'à 40 ans, il y a un joueur sur deux, il y a une personne sur deux qui joue aux jeux vidéo. Vous imaginez bien que si c'était tous des meurtriers, on serait dans un pays quand même un peu dangereux. Voilà. Donc c'était cette idée finalement que... Alors je pense que voilà, des questions qui se posent, c'est la modération des contenus, des algorithmes, comment ils favorisent l'émotion, de la viralité des clics, tout ça j'en ai un petit peu parlé. L'impact que ça a sur les démocraties, c'est quand même la montée des extrémismes, on voit le populisme qui se développe de plus en plus.
La polarisation des sociétés, je pense que les gilets jaunes, je pense que la période de la Covid a montré quand même une certaine polarisation de la société française, peut-être pas au point des Américains, qui est extrêmement polarisé, mais quand même un vrai problème de polarisation de la société et d'une érosion de la confiance envers les autorités. Voilà, et l'éducation aux médias comme solution, qui serait une des pistes, qui est de plus en plus développée, l'esprit critique, même si c'est une notion un peu complexe, les questions du fact-checking, du debunking, des journalistes et des citoyens amateurs qui vont développer la lutte contre l'information. Et enfin, la question de la régulation aussi, qui pose la question du débat, des censures, etc., et un peu ce qu'on voit avec l'ARCOM aujourd'hui, et l'émission de Cyril Hanouna, par exemple. Est-ce que c'est une bonne solution de fermer la chaîne? C'est à mon sens, en tout cas, une vraie question, parce que je pense que le public qui peut le suivre, risque d'être renforcé en fait, et que lui-même est renforcé dans sa position. À mon avis, c'est un jeu dangereux. Non pas qu'il faille faire tout et n'importe quoi et lui laisser dire tout et n'importe quoi, mais je pense que la solution de fermer est, à mon sens, un peu risquée potentiellement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. S'il y a quelques questions, 1, 2, 3, 4. Petite question. Ouais, question. Oui, donc il y a eu début février un sommet à Paris sur l'IA auquel ont participé des personnalités américaines comme Sundar Pichai, le patron de Google, ou Sam Altman, celui d'OpenAI, et même J.D. Vance, le vice-président des États-Unis. Et donc ma question, c'est de savoir, est-ce que ce sommet a un réel intérêt? Est-ce que ça aura un réel impact? Qu'en pensez-vous? Alors, je pense que ça a un intérêt de toute façon d'essayer de mieux comprendre ça, de pouvoir discuter. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de puissance par rapport à la Chine et en termes d'investissement par rapport à la Chine aux États-Unis, on en est loin. Par contre, on a quand même des bons ingénieurs en France et on a développé une IA particulière qui est Mistral, etc. Donc on n'est pas les moins bien placés du monde. Après, je crois qu'on regrette le fait d'avoir été une grande puissance et d'avoir moins de pouvoir là-dessus. Je pense qu'on a quand même intérêt à se positionner là-dessus, mais qu'on a en face de nous, et notamment les Américains, qui ont compris clairement l'investissement et que l'IA sera une vraie question. Vous voyez déjà sur la question du travail, pas que sur la question de la désinformation, mais sur des tas de questions, un enjeu majeur de nos sociétés, et pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça répond à votre Oui, question. sur la chose, c'est de savoir si les Américains et effectivement les Chinois ont énormément d'avance par rapport à la France et à l'Europe, qui en plus le règlement est énormément. Si, c'est ça. Après, je pense qu'il faudra de toute façon réglementer un jour et qu'ils se retrouveront dans les mêmes... Mais un peu, si vous voulez, comme la Chine pour le climat. La Chine qui commence à avoir des mesures écologiques assez fortes parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur ville, alors qu'ils sont les premiers à polluer. Enfin, vous voyez, mais quand ils auront les effets négatifs, ils voudront aussi réguler. Alors, moi j'avais une question. Là, je trouve extrêmement intéressant qu'on apprenne comment évoluent les fake news, les rumeurs, enfin, comment les gens se noient, j'ai envie de dire un peu comme ça, dans ces rumeurs. En même temps, moi, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de pédagogie pour contrer un peu ça? Et l'idée que j'ai de ça, c'est que on est dans des domaines où la pédagogie scolaire est d'avoir et de donner aux jeunes, aux élèves en général, toute une série de connaissances et d'aller piquer les connaissances par une hiérarchie au-dessus. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, de façon globale, de discussion au niveau latéral, c'est-à-dire les personnes entre elles, enfin, etc., pour essayer de comprendre avec analyse critique, c'est-à-dire essayer de s'émanciper de ce qu'on a pu dire, apprendre à dire non
c'est ça aussi l'analyse critique. Dire non, ça ne veut pas dire je dis non et puis je dis le contraire. Mais c'est-à-dire à réfléchir sur tous ces éléments-là. Et alors, moi j'ai lu un certain nombre de choses sur la pédagogie populaire, l'éducation populaire, du moins. Et c'est ce qui me fait réfléchir sur l'éducation qu'on a et qui n'est pas trop critiquable, entre guillemets, par nos gouvernements. Parce qu'apprendre à dire non, c'est pas ce qu'on veut apprendre aux jeunes. Évidemment, l'esprit critique, c'est pareil. On dit qu'on va l'apprendre aux jeunes. Mais, et moi, c'est quand même vraiment une question que je me pose fortement parce que on voit bien comment ça se développe, on voit bien quels sont les intérêts. Mais se demander aussi, à certains moments, à qui ça profite. C'est aussi des questions fortes. À qui profite le crime, enfin j'ai envie de dire. Mais à qui ces éléments-là profitent? Et est-ce qu'on n'est pas dans une forme de secte par cette éducation qui est très descendante et qui empêche, je pense, je peux le dire comme ça, qui empêche d'être réellement critique. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre remarque qui ne sont pas évidentes, il y aurait beaucoup de matière à débat. Je pense qu'effectivement, l'éducation populaire, c'est quelque chose déjà hors école, de faire circuler le savoir. Là où je suis pas totalement d'accord avec vous, c'est quand toutes les nouvelles pédagogies de classe inversée, etc., font qu'il y a quand même un renversement, je dirais, de l'autorité qui viendrait uniquement du haut. Alors après, est-ce que c'est appliqué, est-ce que c'est bien appliqué, ça c'est une chose. Il y a quand même, je pense que c'est là, quand on parle d'esprit critique, de manque d'esprit critique, il y a quand même quelque chose par rapport à l'autorité du savoir, parce que les complotistes, même si j'aime pas ce terme, vous comprenez, reposent quand même beaucoup sur quelque chose d'ultra critique. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, ils ont l'esprit ultra critique. Non, mais ça veut dire que, par exemple, les scientifiques, ils vont dire que ce sont des personnes payées par l'État pour dire ce que veut dire l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de... c'est pas les complots. Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, ce que je parlais tout à l'heure de délégation du savoir, c'est-à-dire que je ne prétends pas connaître les choses d'un astrophysicien aussi bien que lui. C'est-à-dire que s'il y a un vous voyez ce que je veux dire, qu'il y a un moment où je vais devoir faire confiance au consensus scientifique, ou si la communauté universitaire dit que les trous noirs ça existe, j'y crois. Je suis incapable de le démontrer, de montrer pourquoi, mais vous voyez ce que je veux dire, une autorité qui fait savoir, et j'ai l'impression, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui montrent que l'autorité du savoir, de l'expertise, est largement critiquée, à tort ou à raison, hein. Parce qu'il y a aussi effectivement des enjeux stratégiques, politiques, de contrôle, certainement. Mais voilà, du coup, je serais un peu plus nuancé sur le côté qu'il n'y aurait pas d'horizontalité du savoir, etc. Parce que sur les réseaux, c'est précisément que l'horizontalité du savoir. Ce que je veux dire, n'importe qui a potentiellement autant de pouvoir que n'importe quel autre individu. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Ah, deux. Ok, on va prendre les deux l'une après l'autre et M. Dauphin pourra répondre aux deux peut-être. Les Américains ont leurs réseaux sociaux, les Chinois ils ont TikTok. Est-ce que l'Europe ne devrait pas avoir... parce que les Européens, les enfants ils peuvent faire du TikTok 9 heures par nuit. Par contre, en Chine, un enfant chinois, avant 16 ans, il peut en faire que 2 heures par semaine. On va prendre la deuxième question, monsieur. Ma question rejoint la Chine, parce que vous avez cité plusieurs exemples de la Russie. Moi, je pense à la guerre hybride, mais c'était moins clair pour moi, côté chinois, quelle pouvait être l'influence de fake news et de désinformation. Alors, deux questions, effectivement, qui se rejoignent, peut-être un petit peu. Effectivement, l'importance, et c'est pour ça de la régulation, et de produire aussi nous-mêmes de l'IA pour générer des choses, de produire des réseaux sociaux et que l'on soit utilisé et qu'il y ait un contrôle de réglementation des populations, parce que vous avez raison, hein, la Silicon Valley, ce sont aussi les enfants de ces grandes fortunes qui inventent ces technologies, ont pour certains des écoles où ils
n'ont pas Internet à l'école. Donc ils sont conscients eux-mêmes, puisqu'ils travaillent sur cette capacité de l'écran à capter l'attention, de contrôler, de savoir aussi tous les méfaits qu'il y a et d'avoir un contrôle. Donc effectivement, je crois que on sera obligé. Maintenant, c'est la force du conformisme et des moyens financiers aussi d'avoir des réseaux qui sont solides, qui sont puissants, etc. Et vous voyez bien, tous les politiques disent qu'ils vont quitter Twitter, pas sur X aujourd'hui, et ils sont tous très embêtés de quitter parce que c'est aussi une source de buzz pour eux. Et donc tous les paradoxes qu'il peut y avoir, mais effectivement, on sera obligé de penser à ça. Quant à la question de la Chine, je crois que la Chine est quand même énormément encore sur un contrôle de sa population, donc propagande interne. C'est-à-dire que Internet est très verrouillé là-bas, que leur Wikipédia, leur équivalent de Wikipédia, place Tiananmen, vous ne pouvez pas taper, c'est un mot-clé qui est barré pour pas qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Donc il y a un contrôle très fort de l'information, ils sont très puissants dans cette capacité aujourd'hui à contrôler ça. Quant à leur ingérence au niveau mondial, j'avoue, ils sont moins actifs que les Russes. Ce sera peut-être une question de contexte et de moyens qu'ils ont par la suite, mais à voir. Mais je dirais que c'est plutôt en interne surtout qu'il y a un vrai contrôle de l'information, une vraie propagande pour le coup d'État, très puissante, probablement plus puissante au moins aussi puissante que les Russes, mais peut-être encore plus puissante que les Russes. Oui, sur genre. Oui, tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Russie, c'est pas non plus une grande démocratie. Mais c'est vrai que, à mon sens, il y a un contrôle encore plus grand sur la Chine que la Russie. Bien, merci beaucoup encore, Monsieur Dauphin, et nous aurons le plaisir de vous retrouver dans la prochaine semaine. Merci, et à bientôt.